bien, je crois que selon notre bonne habitude, nous allons commencer bien à l'heure. Et nous avons la chance cette semaine d'avoir Madame Nathalie Gorochov, qui est maître de conférence à Paris 12, Créteil, et qui est une grande spécialiste de l'université parisienne au Moyen-Âge et de ses maîtres sur lesquels elle travaille depuis plusieurs années, après avoir fait sa thèse sur le Collège de Navarre, que peut-être certains d'entre vous ont lu ou connaissent par une précédente conférence faite, je crois, il y a 10 ans. Alors, nous remercions Madame Gorochov de nous être fidèle et je lui cède tout de suite la parole. Je vous remercie pour votre accueil. J'ai affiché le titre de la conférence, donc le titre annoncé, Naissance et essor de l'Université de Paris au XIIIe siècle. Est-ce que vous entendez? Non, je dois m'approcher plus du micro alors. Voilà, comme ça. Oui. Plus près. Est-ce que ça va aller ou alors... Mais je crois que je ne peux pas le baisser davantage. Si on est ici, à moins de le faire basculer. Ah oui, peut-être, voilà. Parce que je suis vraiment très grande. Donc... Sinon, je suis obligée de me... Oui, ce sera peut-être mieux. Voilà. Comme ça. Voilà, donc je vais essayer de parler plus près du micro. Je vais tirer un peu, s'il vous plaît. Non, mais ça ira. Oui, si je disparais. Là, ça va. Oui, d'accord. Très bien, merci. De la fin de l'Antiquité romaine jusqu'à l'aube du XIIe siècle, l'enseignement est, en Occident, exclusivement ecclésiastique, prodigué par des gens d'église à des gens d'église. Les enseignants, avant le XIIe siècle, sont rarement des curés, mais plutôt des chanoines lettrés ou auprès de cathédrales ou des moines. C'est donc un enseignement ecclésiastique conçu pour ceux qui se destinent à une carrière d'église. Un enseignement aussi souvent peu ambitieux, qui se concentre sur l'apprentissage de la grammaire, du compute, la lecture de la Bible. Pendant 6 siècles, l'enseignant est donc un clerc qui enseigne gratuitement des disciplines utiles au clergé. Le programme donc est peu ambitieux, sauf en quelques rares centres animés par des personnalités hors normes, vers l'an 1000, Gerbert d'Aurillac ou Lanfranc de Pavie au bec et loin. En revanche, après 1100, au XIIe siècle, tout change. Avec le développement des villes, un essor scolaire remarquable se produit en Occident, dans les cités de Lombardie, de Languedoc, de France. Des maîtres nombreux se mettent à enseigner, tiennent école. L'école est alors pour longtemps simplement le groupe, non pas un bâtiment ou une institution, mais le groupe formé par un maître et ses disciples. L'existence de l'école repose donc au XIIe siècle sur l'enseignement du maître. Elle naît lorsqu'il commence à enseigner, elle disparaît, cette école, lorsqu'il cesse son enseignement. Cet essor est quantitatif, cet essor scolaire. Il y a bien plus d'écoles au XIIe siècle qu'auparavant. Mais c'est aussi un changement qualitatif. On parle de renaissance du XIIe siècle. Désormais, on ne se contente plus de la grammaire, du compute, mais au XIIe siècle, dans les villes, ces maîtres enseignent les 7 arts libéraux, le droit romain, le droit canon, la théologie ou encore la médecine. Et je vous rappelle qu'il n'y aura d'autres disciplines universitaires que ces 4-là, arts libéraux, droit, théologie, médecine, jusqu'à l'époque moderne.
Et donc elles sont nées de l'enseignement du XIIe siècle, de la Renaissance du XIIe siècle. Au XIIe siècle, il y a bien sûr des centres plus importants que d'autres. À Chartres, auprès de la cathédrale. Ici, une représentation des arts libéraux sur le portail de Notre-Dame de Chartres. Les maîtres sont spécialistes de l'enseignement du quadrivium, c'est-à-dire des sciences, astronomie, géométrie, arithmétique et musique. À Salers ou Montpellier, c'est la médecine. À Bologne, le droit romain et le droit canon. À Oxford, qui émerge surtout dans la deuxième moitié du XIIe siècle, le droit, les arts libéraux. Et à Paris, les maîtres enseignent la rhétorique, la dialectique, la théologie. Pierre Abélard, représenté ici avec sa bien-aimée, Héloïse, sur une miniature, mais ne pensez pas que c'est un portrait réaliste, c'est une représentation plus tardive d'Abélard et d'Héloïse. Pierre Abélard, le plus fameux maître parisien de la Renaissance, du XIIe siècle, est un maître réputé pour son enseignement de la philosophie et de la théologie. Et il gagne beaucoup d'argent, car le maître du XIIe siècle est parfois un chanoine, enseignant auprès d'une cathédrale, qui ne va pas forcément réclamer de l'argent de ses élèves. Mais il y a beaucoup de maîtres indépendants au XIIe siècle, comme Abélard, qui vivent du salaire versé par leurs étudiants. C'est une grande nouveauté, c'est l'autre grande nouveauté du XIIe siècle, de nouvelles disciplines et un statut social nouveau pour le maître qui, au XIIe siècle, a conscience d'être un professionnel, un intellectuel. Il y a un très beau livre de Jacques Le Goff qui s'appelle « Les intellectuels au Moyen-Âge », où il montre l'émergence de ce groupe d'hommes de métier au XIIe siècle. C'est un professionnel qui vend son savoir. C'est un nouveau groupe social dans les villes au XIIe siècle qui côtoie un autre groupe nouveau, les marchands, les artisans, beaucoup plus nombreux à cette époque. Je vous parle du XIIe siècle, mais je n'oublie pas mon sujet, le sujet de la conférence, le XIIIe siècle. L'université à partir de 1200. Mais on ne peut comprendre la naissance de l'université au début du XIIIe siècle sans connaître ce qu'a été cet essor scolaire du XIIe siècle et sans savoir que l'Occident a vu naître au XIIe siècle le professeur, l'intellectuel, celui qui vend son savoir à ses étudiants et se considère comme un homme de métier et non plus cet ecclésiastique qui enseignait gratuitement avant le XIIe siècle. C'est autour de 1200 que tout change à nouveau, puisqu'à Paris, à Bologne, à Oxford, et seulement dans ces trois villes-là, autour de 1200, naît une toute nouvelle institution qui n'existe nulle part ailleurs, ni en Orient, ni en Islam, ni à Byzance, l'université. Les textes latins parlent d'universitas. L'université, le mot est employé pour la première fois à Paris dans un document pontifical, une lettre du pape, datée entre 1208 et 1209. On ne peut pas la dater précisément. Alors qu'il n'existait à Paris jusque-là aucune association entre les maîtres. C'était des écoles, chaque maître était indépendant. Il n'existait pas d'autre association que celle qui unissait le maître à ses disciples, le maître à ses élèves, c'est-à-dire l'école. Une association qui était très informelle. À Paris en 1207 et 1209, à Bologne un petit peu avant, à Oxford à peu près au même moment, naît donc l'université qui est une association de maîtres, des professionnels qui s'unissent pour former ce que les médiévistes appellent un métier et ce qu'on appelle plus volontiers à l'époque moderne une corporation. Naissance et essor de l'université de Paris au XIIIe siècle, le sujet est vaste et en une petite heure et moins d'une heure même,
je ne peux vous proposer qu'une évocation du premier siècle d'histoire de cette institution, qui comptait peut-être 200 maîtres et quelques milliers d'étudiants entre 1200 et 1300. Une évocation que j'ai choisi de diviser en 10 tableaux, 10 moments. Et je commencerai donc 10 moments chronologiques, ordonnés de manière chronologique. On verra d'abord les écoles de Paris en 1200, à la veille de la naissance de l'université. L'arrière-plan dans lequel se situe cette création de l'université, cette invention de l'université. Dans la troisième partie, nous verrons rapidement les premiers documents mal datés qui permettent de situer la fourchette d'années dans laquelle se situe la naissance de l'université. Je ne vous donnerai pas de date précise, je ne pourrai pas le faire. Je ne sais pas si un jour quelqu'un saura exactement à quelle date précisément les maîtres ont souhaité s'associer. Puis nous parlerons, parce que la naissance de l'Université de Paris est indissociable de ce qui se passait à Bologne et à Oxford, des influences réciproques. 5 difficultés de la jeune université. Cette université, dans ses premières années, rencontre une certaine hostilité de la part des autorités. On verra quelques exemples. Un épisode dramatique, la Grande Grève, à peine 30 années après une génération, cette Grande Grève qui chasse les maîtres et étudiants pendant 2 longues années de Paris. J'évoquerai les frères mendiants, leur influence, mais aussi le grave conflit qui les oppose aux séculiers, les premiers collèges. Je dirai quelques mots du rayonnement intellectuel de l'université vers 1250 et enfin sa place dans l'Occident au XIIIe siècle. D'abord les écoles de Paris en 1200. Plusieurs sources attestent de l'essor des écoles parisiennes, alors tout au long du XIIe siècle, bien sûr, pendant la Renaissance du XIIe siècle, mais dans les dernières années du XIIe siècle, alors que d'autres centres scolaires ont tendance à stagner, semble-t-il, à la fin du XIIe siècle, comme Chartres, qui rayonnait vraiment au milieu du XIIe, et à Chartres, on ne va pas fonder d'université. En revanche, à Paris, toujours plus de maîtres, toujours plus d'étudiants. Au fil des lettres, des chroniques, plusieurs auteurs s'étonnent de cet attrait des écoles parisiennes avant la fondation de l'université, ou s'en inquiètent parfois. Ça posait beaucoup de problèmes. Beaucoup d'étudiants, des étudiants à loger, rive gauche en particulier. Par exemple, Guillaume le Breton, dans son histoire de Philippe Auguste, rédigée vers 1210. Il a été étudiant à Paris une vingtaine d'années auparavant, donc avant 1200. Et pour lui, Paris est un centre scolaire inégalé en Occident, le plus grand, le plus prestigieux des centres scolaires d'Occident. Lorsqu'il écrit ces lignes, il a à peu près 50 ans. C'est un homme de confiance du roi, Philippe Auguste. C'est le précepteur de son fils. Et c'est un témoin privilégié, peut-être un peu complaisant. Il aime flatter le roi. Voilà ce qu'il écrit. En ce temps, l'étude des lettres florissait à Paris. Donc il parle des premières années du XIIIe siècle. On lit qu'il n'y eut jamais à Athènes ou en Égypte, ni nulle part ailleurs au monde, une telle multitude d'écoliers que celle qui vient à Paris pour y étudier. Cela ne tient pas seulement à l'agrément du lieu, à la surabondance des ressources, mais aussi à la liberté et aux privilèges spéciaux que le roi Philippe et son père, avant lui, ont accordés aux écoliers. De sorte que si on trouve dans cette noble cité un copieux et excellent enseignement du trivium, du quadrivium, mais aussi des questions de droit canon et du droit romain, de la manière de guérir le corps et de conserver la santé, on n'y enseigne pas moins les écritures et les questions théologiques, avec un zèle plus ardent. Guillaume le Breton parle de la protection accordée aux écoles par le roi.
En effet, en 1200, un événement inattendu, assez grave, oblige le roi à s'intéresser aux écoles, alors que jusqu'à présent, à vrai dire, on n'avait pas de traces d'un intérêt royal pour ces écoles de Paris. Selon un chroniqueur anglais qui livre un récit assez détaillé des événements, une très vive discussion, un jour du printemps 1200, s'engage entre le serviteur d'un étudiant allemand et un tavernier parisien, à cause du prix trop élevé d'une consommation. Cette discussion tourne à la bagarre, au pugilat. Un groupe d'étudiants allemands vient battre le tavernier, mettre à sac sa boutique. Il s'ensuit un conflit assez classique dans l'histoire universitaire, entre un conflit que les historiens anglais appellent town and gone, c'est-à-dire un conflit entre l'université et les bourgeois. Les bourgeois en colère réclament vengeance au prévôt de Paris contre les étudiants. Le prévôt, accompagné de quelques sergents, prend d'assaut la maison occupée par les clercs allemands qui avaient provoqué cette bagarre. Quelques étudiants sont tués, notamment l'un d'eux, un archidiacre qui vient d'être élu évêque de Liège. Ce n'est pas n'importe qui. Ce qui nous signale au passage, dans cette période pour laquelle on a peu de sources sur les origines sociales des étudiants, qu'on avait des étudiants souvent issus de la noblesse et qui avaient déjà parfois une position importante dans l'Église. C'est le cas de celui-là. On connaît même son nom, il s'appelle Henri de Jauche. Les maîtres viennent se plaindre au roi. Plusieurs étudiants sont morts, dont certains sont importants. Et le roi fait arrêter sur le champ immédiatement son prévôt, celui qui assure la sécurité dans Paris, qui le représente. Il le fait arrêter plusieurs sergents, et le prévôt est même condamné à subir l'épreuve de l'ordalie. Surtout, Philippe Auguste délivre un diplôme royal qui confère aux maîtres et écoliers de Paris plusieurs privilèges, notamment le privilège de fort, F-O-R, ce qui signifie que les étudiants et maîtres désormais ne pourront plus relever de la justice royale, laïque, qu'ils ne relèveront que de la justice d'église. Donc s'ils sont arrêtés, ils doivent être immédiatement transmis à la justice d'église, évidemment réputée plus clémente. Donc ça, c'est un privilège. Également, le roi prévoit que les bourgeois de Paris et que le prévôt lui-même, quand il entrera en fonction, jurera de respecter ce privilège des étudiants. Citadins privilégiés désormais dans la société parisienne. Et ce diplôme royal de 1200 est la première charte de privilèges concédée aux universitaires, enfin aux écoliers parisiens. On ne peut pas parler d'universitaires encore, en juillet 1200. Mais il n'y a pas l'ombre du mot d'université dans cette charte. Ça n'est pas l'université, mais c'est un premier pas. C'est-à-dire que les maîtres et étudiants sont considérés comme une population à part dans la ville, mais pas encore organisée en université. Philippe Auguste a probablement eu peur de voir les maîtres quitter Paris, et il est conscient de l'importance des écoles de Paris pour le prestige de sa capitale, de cette ville qu'il est en train de transformer en capitale. Il y a un intérêt économique aussi à la présence des écoles dans Paris. Donc il ne veut pas que les écoles partent, d'où ce diplôme. Voici un extrait du diplôme. Alors, là c'est Paris, donc un plan très simple où l'on voit donc l'enceinte nord et l'enceinte sud édifiées sur ordre de Philippe Auguste vers 1200 justement. Et ça tombe bien puisque cette enceinte met justement le quartier des écoles à l'abri, derrière un haut mur. Voilà donc le diplôme royal au sujet de la sécurité des écoliers à l'avenir, à Paris. Nous avons du conseil de nos hommes ordonné ceci. Nous ferons jurer à tous les bourgeois de Paris que s'ils voient,
à l'avenir, un laïc faire un tort à un écolier, ils en rendront sans délai témoignage véritable, et ils ne se déroberont pas pour ne pas voir le méfait. Et s'il arrive que quelqu'un frappe un écolier, à moins que ce ne soit pour se défendre, tous les laïcs se saisiront du ou des malfaiteurs et les livreront à notre justice. En outre, notre prévôt ou nos juges ne pourront mettre la main sur un écolier ou l'envoyer en prison pour aucun méfait, sauf si celui-ci semble tel que l'écolier doit être arrêté. Dans ce cas, notre justice l'arrêtera sur le lieu même, sans le frapper, et le rendra à la justice ecclésiastique, afin que ces décisions soient soigneusement gardées et renforcées à perpétuité dans la stabilité du droit. Nous avons ordonné que notre prévôt et le peuple de Paris confirment par serment qu'ils observeront, il y a une coquille, en toute bonne foi, ces choses vis-à-vis des écoliers. On ne sait pas comment Philippe Auguste s'est assuré que tout le peuple de Paris puisse prêter serment, mais c'est prévu dans le diplôme. Philippe Auguste, donc, c'est intéressant ici, est très soucieux de protéger les maîtres et les écoliers, les étudiants très nombreux. Et puis il y a évidemment donc la construction de cette muraille. Ce mur de 2500 mètres de long au sud, pourvu de 38 tours, composé comme sur la rive droite, donc de tronçons rectilignes, qui est édifié lentement entre 1200 et 1210, exactement au moment où l'université se forme. C'est une coïncidence. Donc un mur qui protège toute la rive gauche, où se concentre principalement l'enseignement des maîtres, leur logement et les logements des étudiants. Donc tous les étudiants de Loge par rive gauche, on a quelques indices très maigres. On connaît quelques maîtres, par exemple Edmond d'Abingdon, plus connu sous le nom de Saint-Edmond. Il a été étudiant à Paris, après il a fait une brillante carrière dans l'église anglaise, il est devenu archevêque de Canterbury. Donc il a été canonisé, donc on a des vies de Saint-Edmond qui nous disent qu'il habitait rive droite quand il était étudiant à Paris. Et il y avait déjà, en 1200, un petit collège, c'est-à-dire un lieu où on hébergeait les étudiants pauvres, qui lui était donc, c'est le collège des 18, fondé en 1180, qui était fondé pas sur la rive gauche, mais sur l'île de la Cité, par un riche marchand anglais. 2 autres collèges ont été fondés avant ou au moment de la naissance de l'université, Saint-Thomas du Louvre et le Collège des Bons Enfants, qui sont tous de rive droite. Donc voilà, ce n'est pas une exclusivité de la rive gauche, la présence des étudiants au tout début du XIIIe siècle. Il y en a aussi un petit peu rive droite. Mais il se concentre principalement rive gauche, et l'édification de la muraille n'est peut-être pas tout à fait étrangère à une volonté de la part du roi de protéger ces quartiers scolaires. Dans ces écoles, comme tout au long du XIIe siècle et à l'aube, juste avant la naissance de l'université, on peut entendre donc des cours de philosophie, donc arts libéraux, dialectique, de quadrivium, de droit à Paris, de médecine, de théologie. Guillaume Le Breton le dit, toutes les disciplines sont présentes et les maîtres qui les enseignent viennent de tout l'Occident, sans exception. Il y a des Flamands, comme Alain de Lille, des Anglais, comme Étienne Langton, fameux archevêque de Canterbury, des Italiens, des Scandinaves. Donc, les écoles de Paris rayonnent vraiment à cette époque sur tout l'Occident. On a vraiment des exemples de maîtres issus de toutes les régions d'Occident. Beaucoup sont nobles, il y a quelques bourgeois, peu de traces de fils de paysans parmi ces maîtres. Donc, quelques différences de niveau, peut-être de niveau de vie, susceptibles de créer des tensions, et puis surtout des prises de position assez hostiles. Ce milieu n'est pas très harmonieux. Les théologiens, vers 1200, accusent les Arsiens, les Arsiens comme les juristes, les philosophes comme les juristes, de se consacrer à des disciplines inutiles ou dangereuses. Par exemple, pour les théologiens, les juristes étudient des questions dans leurs écoles
qui ne sont pas de leur compétence. Il est intolérable de les entendre parler, enfin notamment les canonistes, de questions qui concernent seulement la théologie, disent les théologiens. Quant aux philosophes, ils sont encore plus mal vus, d'autant que, vers 1200, les théologiens sont très inquiets. Ils craignent un usage pervers du savoir qui émerge en Occident à cette époque, le savoir aristotélicien, récemment traduit en Espagne, et les manuscrits en latin d'Aristote arrivent à Paris précisément vers 1200. D'où quelques mots sur l'arrière-plan intellectuel et religieux, avant même de vous montrer comment l'université est créée. Il y a cet arrière-plan intellectuel et religieux qu'on ne peut pas ignorer. D'une part, ces centaines de nouveaux textes traduits de l'arabe à Tolède par Gérard de Crémone et son équipe de traducteurs dans les années 1180. Ils ont traduit des centaines de textes, des traités scientifiques arabes, inconnus en Occident jusque-là, et toute l'œuvre d'Aristote. On n'en connaissait qu'un tout petit fragment dans les écoles d'Occident avant 1200. Cet impressionnant corpus de textes scientifiques et philosophiques, grecs et arabes, gagne lentement les centres scolaires autour de 1200. Il faut plusieurs années. Les manuscrits voyagent avec les maîtres, les écoliers. Ils parviennent en France, en Italie, en Angleterre autour de 1200. Et les maîtres essarts parisiens n'ignorent plus ces textes. En 1200, 1201, 1202, ils sont là. Les manuscrits sont là. Il n'est pas certain que leur intérêt ait été immédiat. Certains de ces textes sont difficiles à aborder. L'enseignement va évoluer, mais lentement. Il ne change pas en 1 an, en 2 ans. Mais, pour la première fois, les intellectuels d'Occident sont confrontés à l'œuvre intégrale d'Aristote. C'est une secousse sans précédent. Évidemment, on a très peu d'attestations de l'enseignement de ces nouveaux traités dans ces premières années, dans les années où les manuscrits arrivent à Paris. Mais il y a quand même quelques traces. Un maître anglais, par exemple, John Blunt, Jean le Blond, pas très célèbre aujourd'hui, on l'a oublié, dont un de ses disciples dit qu'il a été le premier à étudier les livres d'Aristote, traduits, transmis par les Arabes au latin. Donc je cite, « Il a été le premier à étudier activement les livres d'Aristote lorsque récemment les Arabes les ont transmis au latin. Nul autre ne les avait jamais enseignés avant lui de manière aussi remarquable. » Donc ça, c'est un témoignage d'un des étudiants de John Blunt, un poète, Henri d'Avranches, qui parle vers 1230. John Blunt a fait après une assez belle carrière, mais il a manqué l'archevêché de Canterbury. Il y a été candidat, on a contesté son élection. Était-ce lié à cet enseignement pionnier d'Aristote ? Peut-être, je ne saurais le dire. Mais son intérêt très précoce pour ces textes nouveaux est remarquable. Vers 1200, il écrit par exemple un traité sur l'âme, directement inspiré du traité sur l'âme d'Aristote. Donc, il a été vraiment un des pionniers. Si je vous parle de ça, c'est parce que certains historiens ont mis en relation la naissance de l'université avec cet apport de tous ces textes traduits, ce renouvellement du corpus, du savoir vers 1200. Un historien allemand, notamment, a cru que l'enthousiasme pour les textes philosophiques, tous ces traités scientifiques traduits de l'arabe en latin, que les maîtres avaient été si enthousiastes en découvrant ces textes qu'ils avaient eu l'envie de former l'université. Ça peut être une raison, ça n'est certainement pas l'unique raison de la création, de l'invention de l'université. Il y a d'autres faits historiques à ne pas négliger. Par exemple, la lutte contre l'hérésie. Absolument
contemporaine également de la naissance de l'université, menée par un pape qui a voulu l'université, mais qui est aussi un farouche opposant des hérétiques, des cathares, on les appelle aussi les albigeois. C'est Innocent III. Je n'ai guère trouvé autre chose pour vous montrer une image d'Innocent III que cette fresque de Giotto peinte à Assise. Alors, vous allez me dire, on est loin de Paris, mais on voit Innocent III couché, qui voit en rêve Saint François d'Assise. Voilà, donc c'est un des rares portraits du pape Innocent III, qui est un pape très important du début du XIIIe siècle, très autoritaire. Il est devenu pape à 37 ans. Oui, il était passé par les écoles de Paris, c'était un très brillant théologien, mais aussi issu d'une très riche famille noble romaine. Et il a vraiment protégé l'université à ses débuts, on va le voir dans un instant. Mais il a aussi très violemment lutté contre l'hérésie cathare. C'est lui qui lance la croisade contre les albigeois en 1209. Donc on ne doit pas oublier non plus ce contexte. Pourquoi ? Parce que les théologiens sont méfiants à l'égard de la philosophie. Bon, j'ai deux citations. L'abbé de Saint-Victor, voilà ce qu'il dit. On ne peut accepter l'intérêt porté à la conformation du globe, la nature des éléments, l'emplacement des étoiles. Toutes ces choses sont sans intérêt pour lui. Ou encore le chancelier de l'église de Paris, Prévotin. Le second œil est celui de la vaine sagesse. C'est avec cet œil que regardent les philosophes, c'est aussi avec cet œil que regardent les dialecticiens. Ils attrapent les nuages et le vide. Donc condamnation sans appel de la philosophie, de la science telle qu'elle apparaît dans tous ces traités scientifiques qui arrivent à Paris au début du XIIIe siècle. Ces maîtres en théologie craignent aussi l'hérésie. On est en train de la combattre à ce moment-là. D'un enseignement philosophique qui peut mettre en danger la doctrine chrétienne. À l'hérésie, il n'y a qu'un pas que les théologiens n'hésitent pas à franchir, dans un amalgame incroyable. Le cadre universitaire, la création d'une institution qui associerait tous les maîtres avec des règlements, n'est-il pas le meilleur moyen de contrôle pour lutter contre ces fantaisies de l'enseignement des philosophes, des maîtres essarts? Donc on peut aussi imaginer que, bien sûr, les maîtres essarts ont eu envie de former une université, mais peut-être que les théologiens aussi ont eu envie de former une université pour d'autres raisons, pour assurer un contrôle plus étroit sur des maîtres qui jusque-là étaient indépendants, enseignaient un petit peu ce qu'ils voulaient, et dans une époque où il y avait de très nouveaux savoirs un petit peu dangereux, selon les théologiens, c'était peut-être un moyen de contrôler davantage ce qui se faisait dans les écoles. D'où la naissance de l'université, probablement née de tous ces faits intellectuels, religieux, mais aussi l'imitation de ce qui s'était déjà fait ailleurs. La naissance de l'université de Paris, c'est assez difficile à étudier parce qu'on a très peu de documents. En réalité, après le diplôme de Philippe Auguste, qui selon moi ne reflète pas l'université, c'est un diplôme concédé à des écoles, nous avons 3 documents, les 3 documents les plus anciens, où l'on rencontre le mot universitas. C'est d'abord une lettre pontificale d'Innocent III, précisément, adressée aux maîtres de Paris. Comme toutes les lettres pontificales, elles portent le nom des premiers mots de la lettre, ex litteris vestris, car c'est une réponse apportée par le pape à une lettre que les maîtres lui ont envoyée. Ils ont eu un problème. Et que nous dit la lettre d'Innocent III ? Il nous explique que peu de temps auparavant, peut-être en 1208, parce que cette lettre n'est malheureusement pas datée précisément, c'est soit 1208, soit 1209, donc je pense qu'on a là vraiment la date à laquelle l'université est fondée, se situe entre ces 2 années. Par ce document, donc, le pape dit que les maîtres lui ont écrit, car ils avaient fixé des règlements, et que ces règlements n'étaient pas mis par écrit, et donc que certains maîtres ne les avaient pas respectés. Les maîtres ont donc décidé de rédiger des documents, des règlements à l'écrit. Mais un maître, un seul, malheureusement on n'a pas son nom, maître G,
a refusé de prêter serment, de respecter ces règlements communs à tous les maîtres. On l'a exclu. Et puis ensuite, il a changé d'avis, il s'est dit après tout, il faudrait que je reste dans l'université, car c'était bien une université. Et les maîtres ont écrit au pape, que devait-il faire? C'était aussi une manière, je crois, de lui demander sa protection, son approbation de la naissance de l'université. Le pape a dit, reprenez-le, réintégrez Maître G. Il est clair qu'à cette date, dans cette lettre, nous voyons bien que l'université existe. Elle a vraiment toutes les caractéristiques. Les écoles ont désormais toutes les caractéristiques de l'université. C'est-à-dire, c'est un métier organisé. Il associe des gens qui font le même métier, les maîtres, les enseignants. Il se dote de règles communes qu'ils doivent jurer de respecter. C'est une association jurée. Ils décident en assemblée de ces règlements. Ils sont autonomes. Ils doivent pouvoir eux-mêmes légiférer pour leur association. Et ce pouvoir de statuer est le propre des métiers urbains qui s'organisent à la même époque dans les villes. Les orfèvres, les bouchers, les boulangers, les tailleurs commencent à s'organiser d'eux-mêmes dans les villes d'Occident à cette époque. Donc au fond, les maîtres imitent leurs voisins, hommes de métier comme eux, qui commencent à s'organiser. C'est le même principe. Ainsi donc entre 1208 et 1209, les maîtres ont pratiquement tout ce qu'ils pouvaient espérer en 1208 ou 1209, sauf une chose dont a besoin un métier, la possibilité de recruter lui-même ses membres. Et en 1208-1209, on n'a pas trace de ça. Les maîtres voulaient absolument recruter les nouveaux maîtres. Ils ne voulaient pas laisser ce travail à l'église de Paris. Depuis la fin du XIIe siècle, il existait la licentia docendi, licence d'enseigner. Elle avait été inventée par un pape, Alexandre III, à la fin du XIIe siècle, pour permettre aux évêques de contrôler un peu cet essor scolaire. L'évêque devait donner une autorisation à celui qui voulait enseigner dans son diocèse. C'était très inégalement appliqué. Assez bien appliqué en France du Nord, pas du tout en France du Sud, pas du tout en Italie, pas du tout en Espagne. Quand l'université apparaît, que vont faire les maîtres? Ils forment une association, un métier juridique. Ils ne vont quand même pas laisser l'évêque de Paris continuer à désigner les maîtres. Ça n'est pas normal. Ils vont donc obtenir de participer à l'octroi de la licence. C'est l'accord de 1213. Le chancelier de l'église de Paris, donc l'un des dignitaires de l'église, au nom de l'évêque, doit désormais conférer la licence aux nouveaux enseignants, mais sur proposition des maîtres. Donc il ne doit la conférer qu'aux candidats présentés par les maîtres. C'est tout à fait différent. Donc les maîtres doivent juger de la compétence des nouveaux maîtres. Enfin, en 1215, un document célèbre, enfin pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'Université de Paris, les plus anciens règlements de l'Université de Paris, qui ont été rédigés par un légat du pape, Innocent III, toujours lui, en 1215. Donc, ces statuts sont très intéressants et surtout, alors ils entérinent, si vous voulez, la naissance de l'université. Ils précisent que les maîtres pourront se doter de statuts librement. Il y a aussi des âges limites qui sont fixés pour devenir, par exemple, licencié en théologie, 35 ans, ou maître SR, 21 ans. Les statuts prévoient aussi prennent des dispositions disciplinaires. On doit assister aux funérailles, c'est un métier, donc il y a une dimension confraternelle dans l'université. Donc les maîtres et les étudiants doivent assister aux funérailles des maîtres quand un maître meurt dans l'université. Et surtout, je crois que l'aspect très nouveau de ces statuts de Robert de Courson, c'est l'invention de l'examen universitaire qui existe toujours aujourd'hui, puisque la licentia docendi, qui apparemment n'était pas un examen jusque-là, c'était plutôt un entretien avec l'évêque. Quand les maîtres avaient obtenu en 1213 d'y participer, il n'y avait pas d'épreuve à proprement parler, mais dans les statuts de Robert de Courson, c'est clair. Il est question d'épreuve. Et donc là, on est tout simplement à l'invention, au moment de l'invention de l'examen universitaire. On ne peut pas avoir de grade si on n'a pas été éprouvé, interrogé
cuisinés par des maîtres. Et voilà, donc c'est bien l'origine dans ces statuts que je n'ai pas le temps de commenter. Hein. Vraiment un texte très riche. L'une des dispositions, à mon avis, les plus nouvelles, c'est vraiment l'apparition des examens. Et naturellement, ils incarnent aussi ces statuts délivrés par un légat pontifical, le rôle du pape dans la naissance de l'Université de Paris. Hein, il a protégé, encouragé la création de cette institution. Mais le contexte était favorable. Le contexte était favorable, mais l'évêque de Paris assez bien disposé. Il s'appelait Eudes de Sully au moment de l'association des maîtres. Le pape très bien disposé. Le chancelier aussi, c'était un Italien du nom de Prévotin de Crémone. Mais surtout, ces hommes, et surtout les maîtres italiens, anglais, qui étaient présents à Paris, n'ignoraient pas qu'à Bologne, quelques années auparavant, on avait inventé l'université. Car, il faut le dire, Paris n'est pas la première université d'Europe. Bologne est plus ancienne, mais Paris s'est organisé plus vite, si bien qu'au fond, l'achèvement institutionnel de Bologne est plus tardif. Les étudiants, car c'est les étudiants qui s'associent à Bologne, s'associent avant 1200, un peu avant 1200, mais la genèse institutionnelle est plus longue à Bologne. Donc les distances n'étaient pas très grandes et on allait facilement d'Oxford à Paris, ou encore en Italie, et il y a un certain nombre de carrières, enfin pour les carrières connues, hein, on n'en a pas des milliers, à cette époque, on a des maîtres qui sont allés, qui ont fréquenté les 3 centres scolaires, ou au moins 2 d'entre eux. Bologne, quelle illustration trouver à Bologne? Donc, par exemple, ces tombeaux de maîtres sculptés, hein, donc, qui sont un petit peu plus tardifs que la période dont je vous parle. Les maîtres à Bologne faisaient sculpter leurs tombeaux, surtout à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils faisaient représenter sur leurs tombeaux, dans ces sculptures, leur classe avec leurs étudiants. Et on a de très nombreux, très beaux tombeaux sculptés de maîtres à Bologne qui sont conservés, présentés au musée médiéval de Bologne, dont les salles sont pratiquement toujours vides. Donc c'est un grand plaisir de les regarder. Donc, influence italienne, c'est certain. Beaucoup de maîtres anglais, français, allaient à Bologne entendre les grands juristes. Mais il y avait aussi beaucoup d'Italiens qui se pressaient à Paris pour étudier la philosophie et la théologie. Donc, il y avait des échanges, on était informés de l'association précoce des étudiants à Bologne vers 1190-1200. Donc il est sûr que ce contexte de création universitaire à Bologne. Alors pour Oxford est un peu postérieur à Paris. En revanche, et puis les débuts d'Oxford sont très douloureux, puisqu'il y a des écoles à Oxford et qu'à l'issue d'une bagarre assez semblable à celle de Paris en 1200, un étudiant en fait il y a donc une péripétie et des étudiants sont pendus à Oxford en 1209 et donc l'université... Les écoles d'Oxford, ce n'est pas encore une université, semble-t-il. Enfin, il y a beaucoup de querelles d'experts chez les historiens anglais, ça n'était pas encore une université. Les maîtres et les étudiants d'Oxford quittent tous Oxford, ou presque tous, en 1209 pour 5 ans. Et quand ils reviennent en 1214, ils ont leur première charte universitaire. Mais il semblerait qu'avant leur départ, et beaucoup sont venus à Paris pendant cette longue migration, ils avaient déjà quelques caractéristiques universitaires, associatives. Par exemple, ils avaient déjà l'habitude de fixer des loyers modérés pour les étudiants, ce qu'on voit après à Paris, ce qu'on voit déjà à Bologne à cette époque. Donc des règlements communs qui attestent une esquisse d'organisation universitaire. Voilà, donc influence bolognaise, influence oxfordienne. Toujours est-il que Paris est l'université qui, le plus rapidement, dans un processus assez rapide de quelques années, s'organise entre 1208 et 1215. Mais c'est difficile. Au début, c'est difficile car le pape qui a succédé à Innocent III, Honorius, n'est pas du tout aussi favorable qu'Innocent à l'université. Donc il y a beaucoup de difficultés pour cette jeune université qui se fait contester son pouvoir. Chaque fois qu'on écrit un règlement à Paris,
Immédiatement, le pape, l'évêque de Paris, le chancelier de Paris et les papes disent non, vous n'aviez pas le droit d'écrire des statuts, mais pourtant c'était bien autorisé. Et chaque fois que les maîtres ou les étudiants prennent des initiatives, leur autonomie leur est contestée. Ainsi, ils se font fabriquer un sceau. C'était très important, le sceau, pour une institution médiévale. Ça n'est pas celui-là, car celui-là est un sceau de la fin du XIIIe siècle. Le premier sceau, qui devait ressembler un peu à celui-ci, peut-être était-il aussi beau, a été brisé par un légat du pape en 1226. Ce sont les chanoines de Paris, des traîtres, il faut le dire, dans cette université, qui se sont emparés du sceau et l'ont donné au légat, qui l'a immédiatement détruit. Donc, une difficulté à admettre les droits de l'université au départ. Elle existe, elle a des privilèges et des droits, mais la papauté, Honorius III, et l'Église de Paris ont beaucoup de mal à l'admettre. Ils voyaient comme une concurrence le fait que l'université délivre des actes scellés du sceau universitaire. Donc, ça n'est qu'au milieu du XIIIe siècle que l'université a eu son sceau. Et puis, l'épisode le plus dramatique dans ces premières années de l'histoire de l'Université de Paris, c'est évidemment la Grande Grève. Une grève qui est née là, donc une grande migration, devrait-on dire, puisque les maîtres et étudiants majoritairement, massivement quitté Paris pendant 2 ans. À la suite de quoi ? À la suite d'une banale rixe, encore une fois, d'une bousculade dans les faubourgs de Paris, qui a été suivie par une répression très dure, très meurtrière du prévôt de Paris. Les maîtres ne peuvent le tolérer. Il y a plusieurs morts. Ils demandent donc réparation. Et à cette époque, c'est la régente Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, qui règne, qui n'a absolument pas compris du tout la situation et elle n'a pas compris qu'il faut réparer immédiatement l'épisode. Du coup, les maîtres décident de s'en aller, avec leurs étudiants, bien sûr. Donc on a ici quelques mots d'un chroniqueur anglais très bien informé. Voilà, ça c'est le début de la bagarre. Quelques-uns des écoliers sortirent de Paris, du côté de Saint-Marcel. Le temps était beau et le lieu propice pour s'y récréer comme d'habitude. Arrivés à Saint-Marcel, échauffés par le jeu, ils entrèrent dans un cabaret où se trouvaient par hasard d'excellents vins très agréables à boire. Les étudiants ne sont pas tout blancs dans cette histoire. Une discussion s'étant élevée sur le prix du vin, une fois de plus, on commença à se donner des soufflets, à s'arracher les cheveux. Mais les gens de l'endroit accoururent, délivrèrent les cabaretiers. Les clercs rentrèrent tout meurtris à la ville. Ils n'étaient pas morts. Le lendemain, probablement des provocateurs, des étudiants provocateurs, se rendirent à Saint-Marcel, armés de glaives et de bâtons, entrèrent violemment dans la maison d'un cabaretier, défoncèrent tous les tonneaux de vin, le répandirent sur le pavé. Ils parcoururent les rues, assaillirent avec fureur tous ceux qu'ils rencontrèrent, hommes et femmes, et les blessèrent. Le prieur de Saint-Marcel, instruit de la violence exercée sur ces hommes qu'il était tenu de défendre, déposa plainte entre les mains du légat romain et de l'évêque de Paris. Il y avait à cette époque, donc Blanche, se sentant un peu seule sur le pouvoir, sur le trône, son fils était très jeune, elle avait presque toujours avec elle à cette époque un légat, depuis qu'elle était veuve, un légat romain qui l'aidait dans le gouvernement du royaume. Le légat et l'évêque vinrent trouver la reine, investie de la régence, la reine avec la légèreté ordinaire des femmes. Le chroniqueur est un moine. N'écoutant que le premier mouvement de colère, commanda sur le champ au prévôt et à quelques-uns de ses routiers de s'armer et de sortir en toute hâte de la ville pour punir les auteurs de cette violence sans épargner personne. Et là, la répression est terrible. Le chroniqueur en est conscient, les étudiants n'étaient pas vraiment très coupables. Ceux qui avaient causé le combat, dit-il, les vrais auteurs du désordre, étaient de ce pays qui touche à la Flandre, de ces gens qu'on appelle vulgairement picards. Ça n'était pas des étudiants comme les autres, dit-il. Sans prendre plus d'informations, les satellites se jetèrent sur ces innocents qu'ils voyaient désarmés. Ils tuèrent les uns, blessèrent les autres, accablèrent ceux-là de coups, les dépouillèrent, les traitèrent inhumainement. Quelques-uns d'entre eux échappèrent à la fuite. Donc on a un autre chroniqueur qui nous raconte qu'un certain nombre d'étudiants ont sauté dans la Seine, en fait, pour s'enfuir, sans se noyer. Parmi ceux qui périrent de leurs blessures se trouvèrent 2 clercs fort riches et de grande réputation. L'un était d'origine flamande, l'autre normand. Cet énorme abus d'autorité était venu aux oreilles des maîtres. Ils commencèrent par suspendre toutes leurs leçons, puis ils allèrent se présenter à la reine et au légat. Mais n'obtenant pas satisfaction, par réparation, ils partent.
Donc cet épisode de la Grande Grève est intéressant parce qu'ils partent ailleurs et où dans d'autres centres scolaires, les Anglais pour certains retournent à Oxford et c'est bénédiction pour l'université d'Oxford, qui végétait, il faut bien le dire, depuis 20 ans et qui du coup connaît un nouvel essor grâce à ce retour parfois définitif des Anglais. Certains ont été perdus à jamais pour l'université de Paris. Certains sont partis à Bologne, en ont profité pour aller 2-3 ans écouter des cours. Des juristes sont partis à Orléans, et c'est de cette époque que sont nées des écoles de droit très importantes à Orléans, qui vont donner naissance à l'université d'Orléans au début du XIVe siècle. Et puis parfois, moi j'ai trouvé des traces d'étudiants partis plus loin, des étudiants qui sont partis jusqu'en Espagne, sont allés dans des centres scolaires en Castille. Donc là, il y a des traces de leur présence, puis qui sont revenus à Paris après 2 ans, parce que le pape suivant, Grégoire IX, a tout fait pour que les maîtres et étudiants reviennent en leur délivrant énormément de privilèges nouveaux par une bulle fameuse qu'on appelle la bulle Parens Scientiarum, qu'on considère comme la grande charte de l'université. Il fallait absolument qu'ils reviennent. Voilà. Mais c'était un épisode assez étonnant au début de cette histoire de l'université. Après, ce qui s'est passé après, c'est un essor assez continu, à vrai dire, après cet épisode de la Grande Grève. Et dans les années 1230-1250, surtout une présence toujours plus forte des frères mendiants, des dominicains et des franciscains. Ces ordres avaient pour priorité l'étude. Il fallait que les prédicateurs dominicains et franciscains soient formés. Et ils ont donc installé très tôt des couvents à Paris, dès 1217-1218. Au début, ces frères attire beaucoup d'étudiants dans les couvents. On en a trace. Les étudiants sont très attirés par cette nouvelle vie spirituelle. Les maîtres un petit peu moins. Mais après 1231, ce qui coïncide en fait avec la canonisation de Saint François et de Saint Dominique, Saint François en 1228, Saint Dominique en 1234, les maîtres plus volontiers se convertissent, deviennent dominicains, franciscains, prennent l'habit. On a des récits de conversion spectaculaires de maîtres qui, en plein cours, abandonnent leurs habits séculiers et revêtent des habits des frères, donc l'habit blanc et noir des dominicains ou la robe de bure des franciscains. On voit ici sur une miniature Albert le Grand qui enseignait à Paris vers 1245 avec son habit de dominicain. Enseigner à des étudiants qui ne sont pas tous des frères, je vous le signale, puisque les mendiants ouvraient leurs écoles. Mais ils ouvraient leurs écoles aux étudiants séculiers, mais étaient des concurrents très déloyaux, ces maîtres mendiants, car ils enseignaient gratuitement et attiraient beaucoup d'étudiants de ce fait. Ils ne juraient pas les statuts de l'université, donc ils étaient dans l'université, mais refusaient les règles corporatives. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Les maîtres séculiers ont voulu les exclure. Et cela a déclenché un assez gros conflit qui a duré 4 ou 5 années, qui a été perdu par les séculiers, car les mendiants étaient très soutenus par le pape. Pourtant, il y avait des figures remarquables côté séculier, comme le poète Jean de Meun, auteur d'une œuvre extrêmement lue au Moyen-Âge, le roman de la Rose, en tout cas, plus exactement, la deuxième partie du roman de la Rose, pas sa première partie. Donc la deuxième partie beaucoup plus longue, versifiée du roman de la Rose. Et Jean de Meun était dans le camp séculier, mais malgré tout, les mendiants n'ont pas été exclus. Et heureusement qu'ils n'ont pas été exclus, car dans les années suivantes, on compte dans leur rang les plus grands intellectuels parisiens, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, dominicains, franciscains, qui sont des maîtres parisiens autour de 1250-1260. Mais naturellement, après la Grande Grève, après ce conflit des séculiers et des mendiants, se développent les premiers collèges non, puisqu'il y en avait 2 ou 3 tout petits à Paris auparavant, mais dans l'histoire des collèges, une nouvelle phase s'ouvre avec la fondation de Robert de Sorbon en 1257. Donc Robert de Sorbon est un maître en théologie de Paris et son collège est un lieu d'hébergement pour les étudiants qui donne des bourses d'études aux étudiants. Rien de plus à cette époque. Il n'y a pas d'enseignement spécifique au collège de Sorbonne, c'est un lieu d'hébergement.
encore au XIVe siècle, où vont commencer à s'organiser certains exercices universitaires. Mais ça n'est pas un lieu d'enseignement particulier, hein, c'est un lieu d'habitation. Mais Robert a voulu ce lieu particulièrement favorable aux études, probablement parce qu'il a observé les couvents mendiants, où il y avait des bibliothèques, où les étudiants les frères pouvaient étudier confortablement. Et il souhaite que dans son collège, il y ait une belle bibliothèque, donc c'est assez nouveau. Elle compte des milliers de manuscrits au XIVe siècle, donc c'était une des plus grosses bibliothèques parisiennes au début du XIVe siècle. Elle était ouverte à tous les étudiants et tous les maîtres, avec un système très précocement instauré de livres enchaînés à consulter sur place et de livres qu'on pouvait emprunter. Et on a encore des très beaux registres de prêts de la bibliothèque du Collège de Sorbonne pour les XIVe et XVe siècles. Cette image concerne ce que je viens de dire. Vous avez ce petit profil de maître, serait celui de Robert de Sorbon. Je n'ai pas d'image ou de portrait plus précis, je m'en excuse. Et en fait, ce petit portrait de Robert de Sorbon a été dessiné en marge de l'obituaire du collège, car dans les collèges, comme dans les chapitres de chanoines, comme dans les monastères, il y avait des obituaires, ces grands livres dans lesquels on inscrivait les messes à célébrer pour les morts. Il y avait un obituaire, très précieuse source pour les historiens de l'université, au collège de Sorbonne, et on a donc conservé ce petit portrait, peut-être réaliste, de maître Robert. Donc l'université rayonne après 1250 plus que jamais en Occident, avec donc ces figures, ces grandes figures intellectuelles. Je ne citerai que saint Thomas d'Aquin et sa synthèse de l'aristotélisme et de la pensée chrétienne. Donc vraiment un rayonnement. L'université de Paris attire toujours plus d'étudiants à cette époque. Et ces maîtres sont très connus. On se déplace de toute l'Europe pour les entendre. L'université de Paris, en Occident, n'a pas qu'un prestige intellectuel. Beaucoup de personnalités importantes dans l'Occident de cette époque y sont passées. La plupart des papes du XIIIe siècle sont d'anciens étudiants parisiens, quand ils ne sont pas passés par Bologne. Beaucoup d'évêques également y sont passés. Et les souverains d'Europe commencent à comprendre qu'ils peuvent recevoir des conseils de ceux qui ont le savoir, même lorsqu'ils ne sont pas nobles. D'une certaine manière, on commence à se rendre compte que le savoir peut remplacer la noblesse de naissance, auprès des rois et des princes. Et cette idée, elle est même affirmée par certains maîtres au milieu du XIIIe siècle, qui ont donc prôné l'engagement. Ils disent mais les évêques doivent être des gradués, ils ne doivent pas être des nobles, ils doivent être des gens savants. Et le signe de cette possible promotion par l'université, une promotion encore timide, encore rare, elle est peut-être symbolisée par la personne même de Robert de Sorbon, dont Jean de Joinville, le conseiller de Saint-Louis, que Jean de Joinville avait présenté comme fils de vilain et de vilaine. Robert de Sorbon était un fils de paysan, probablement des paysans aisés, des laboureurs, mais un fils de paysan qui est devenu maître en théologie, a fondé le collège de Sorbonne et fréquentait la cour du roi, lui donnait des conseils. Il était méprisé par les nobles conseillers du roi comme Jean de Joinville, mais il était là, il était à la cour. Seulement, cette ascension sociale connaît des limites. Robert de Sorbon est un maître en théologie, mais n'est jamais devenu évêque. Sa carrière s'est arrêtée à l'université. Je vous remercie.
Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Oui, saint Thomas d'Aquin a étudié à Paris. En fait, il arrive à Paris précisément en 1245, au moment exact où Albert le Grand était bachelier en théologie au couvent Saint-Jacques, au couvent des Dominicains. Donc il a été son élève. Thomas d'Aquin était né dans la ville d'Aquino, située entre Rome et Naples. Bien sûr, il était italien. C'est une toute petite ville, il était d'une famille noble, qui d'ailleurs n'était pas très d'accord pour qu'il entre dans l'ordre dominicain. Donc ses frères s'y sont opposés, et il a fini par arriver à Paris pour faire ses études. Oui, alors en une heure, vraiment, c'était trop difficile pour moi de parler de tous ces aspects, mais évidemment, j'aurais dû vous parler des nations. Les nations sont des subdivisions de l'université qui se sont développées vers 1240-1250. Ce sont des groupements d'étudiants à dimension charitable, confraternelle, c'est-à-dire les étudiants arrivaient, étaient étrangers, avaient besoin de se retrouver dans des groupes solidaires, et ces groupes solidaires étaient les étudiants nés dans la même région qu'eux. Et à Paris, il y a eu 4 nations. À Bologne, il y en avait beaucoup plus, mais à Paris, il n'y en avait que 4. La nation picarde, pour les étudiants de Picardie de Flandre, la nation anglaise, pour les étudiants anglais et de l'Empire allemand, la nation de France, pour les étudiants méridionaux et italiens, espagnols, et la nation normande, pour les seuls normands. Pourquoi ces 4-là et pas d'autres ? Probablement, il y a eu dans certains groupes d'étudiants des étudiants qui ont eu une assez forte pression pour constituer ces nations. Par exemple, les Normands étaient très solidaires, ils ont obtenu une nation. Par contre, la nation de France est très hétérogène. Il y a des Italiens, il y a des Espagnols. Alors pourquoi ils n'ont pas les uns et les autres formé des nations ? Ça, c'est toute une histoire à faire, et à vrai dire, on n'a pas tellement de réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'au début, la papauté n'a pas voulu des nations. Elle n'en voulait pas. Et elles ont fini par être acceptées comme sous-partie de l'université. Ce sont des subdivisions de l'université au milieu du XIIIe à peu près. Et elles étaient importantes après parce que, par exemple, les examens étaient organisés dans le cadre des nations. Donc elles avaient ce rôle assez utile, quasi administratif. Et puis il y avait des bagarres aussi entre les nations, entre les étudiants de nations différentes. C'est pourquoi d'ailleurs la papauté les avait interdites au départ. Le pape craignait que cela engendre des conflits. Voilà. Justement, madame, à propos des nations différentes, je vais vous demander, vous avez parlé d'enseignement de maître qui venait de votre pays. En quelle langue était-ce, et les étudiants, à quelle langue aussi? Tout le monde parlait latin et l'entendait. Ils étaient tous bilingues, absolument bilingues. Tout se faisait en latin. Tout se faisait en latin. Latin. Donc ça posait aucune difficulté, justement. Parce que tous les cours étaient en latin. Je pense qu'entre eux, quand ils étaient en dehors des cours, ils parlaient des langues vulgaires, enfin des langues. Mais en cours, tout était en latin. Donc ça simplifiait évidemment le problème. Comment ? Oui. Quand on dit que l'empereur Frédéric II a créé une université à Naples, ça voulait dire quoi ? Alors ça veut dire que ce n'est pas, à mon sens, une vraie université. Il y en a eu plusieurs des créations universitaires, un peu après Paris. Frédéric II a fondé Naples, mais est-ce qu'on peut vraiment parler... Alors, par commodité, on parle de l'université de Naples, mais c'était des écoles... Non, ça s'est tout de suite appelé université, mais la relation étroite entre cette université et le pouvoir impérial fait que les maîtres n'avaient vraiment pas beaucoup de liberté, ne jouissaient pas des mêmes libertés et privilèges les mêmes privilèges que les universitaires parisiens. Par exemple, ils étaient salariés par l'empereur, ils étaient recrutés par l'empereur. Donc c'est une université aux libertés très limitées.
Voilà, et il y en a eu également en Castille. Salamanque a été fondée par Alphonse X le Sage, et c'était le même principe. Il y avait des salaires, alors c'était aussi confortable pour les maîtres, mais une certaine suggestion au pouvoir royal à cause justement de cette dépendance financière. Quand est-ce qu'on a enseigné en langue régulière? Oh, là c'est très tard, hein, pas au Moyen-Âge. Toute la période médiévale, les cours sont en latin, et à mon avis assez tard ensuite. Parce que même au XVIe, XVIIe siècle, je pense qu'il y a encore des cours en latin. Je pense que je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas moderniste, mais je pense qu'il y a eu des cours en latin au moins jusqu'au début du XVIIIe. Peut-être après ça a changé, mais... Les sentences de Pierre Vallombard ont été étudiées obligatoirement jusque vers 1550. Oui, c'est ça, donc c'est bien plus... oui, je dirais XVIIIe siècle peut-être. Et encore, hein. Vous savez, il y a encore des publications universitaires du XIXe siècle qui sont rédigées en latin entièrement. Donc si on rédigeait encore en latin, même au début du XXe siècle, hein, il y a des publications universitaires au tout début du XXe siècle encore en latin, en certains cas. Bon, mais c'est donc peut-être dans des milieux ecclésiastiques assez particuliers. Oui. L'ordonnance de Villers n'était pas attribuée dans l'université. Ah non, non. Ah non, c'était des documents royaux, hein, oui. Les documents officiels, royaux, oui, ça ne concerne pas l'université. Qui reste vraiment un lieu très latinophone, très longtemps. Non. Oui. Les documents en français. J'ai lu il y a pas longtemps quelque chose, je ne sais plus si c'était dans l'article de Pierre concernant ce sujet-là, et j'avais lu qu'il parlait beaucoup d'une université importante que peut-être même on va étudier, Padoue, et l'université, il me semble, je me souviens bien de Cordoue. Ah non, il n'y a pas d'université à Cordoue au Moyen-Âge. Et vous parlez surtout de l'université de Padoue. Oui, Padoue, bien sûr. Padoue est né d'une migration. Les étudiants partaient souvent quand ils étaient mécontents. Donc la migration d'Oxford a conduit à la création du centre de Cambridge, et une migration de Bologne au début du XIIIe siècle a conduit à la naissance de l'université de Padoue en 1222. Effectivement. Donc en fait, et je ne vous ai pas donné le chiffre, mais au XIIIe siècle, il y a une dizaine d'universités, c'est tout dans tout l'Occident. Et Paris, vraiment la plus prestigieuse avec Bologne. Ce sont celles qui attirent le plus d'étudiants, qui rayonnent le plus. Il y a des universités qui avaient moins d'étudiants, moins de maîtres au XIIIe siècle. Et voilà, il y en avait 10 dans toute l'Europe, pas plus, dont en Italie, Bologne, Padoue et Naples. En France, Montpellier, Toulouse, Paris. En Angleterre, Oxford et Cambridge. En Espagne, dans la péninsule ibérique, Salamanque. Et tout à la fin du XIIIe siècle, Coimbra, qui a d'ailleurs pendant plusieurs années oscillé entre Lisbonne et Coimbra. Donc qui n'a pas été installé à Coimbra de façon stable. Voilà, c'était les centres universitaires avant 1300. Et j'ajouterais qu'il y a eu pas mal de créations au XIVe et au XVe siècle, et on arrive à la fin du XVe siècle à 70 universités dans toute l'Europe. Ce qui n'est pas beaucoup, puisque aujourd'hui, nous avons plus de 70 universités en France même. Donc, comment ? Non, bien sûr, c'est une pratique d'élite d'aller à l'université, mais c'est des sociétés où il y a très peu de personnes alphabétisées, même si l'alphabétisation progresse, qu'elle est plus poussée dans certaines régions, comme l'Italie urbaine au XIVe, XVe siècle, ou la Flandre. On n'a pas de taux d'alphabétisation, on en a quelques chiffres approximatifs, peut-être dans les villes d'Italie où il y avait un certain nombre d'écoles élémentaires, on arrive peut-être à 30% de la population alphabétisée, et ailleurs c'est beaucoup moins. Donc on ne peut pas non plus, voilà, on a un petit nombre d'étudiants, mais le nombre d'étudiants et d'enseignants a progressé tout au long du Moyen-Âge. Mais ça reste vraiment un petit pourcentage de personnes. Il est probable, mais je n'avais pas le temps non plus d'en parler, et ça c'est vraiment dans l'obscurité la plus totale
pour les historiens, il y avait un réseau d'écoles. Avant d'arriver à l'université, évidemment, les gens savaient déjà, ils arrivaient à 17 ans, 16 ans, 17 ans, ils savaient lire, écrire le latin. Donc ils connaissaient déjà bien la grammaire latine, donc ils avaient fréquenté des écoles. Bon, chez les nobles, il y avait probablement une pratique du préceptorat, mais il y avait aussi une fréquentation d'écoles cathédrales, d'écoles ecclésiastiques. Et on pense que Robert de Sorbon avait fréquenté des écoles à Reims avant d'arriver à l'université. Et donc, on peut supposer aussi que si ses parents étaient fils de vilain et de vilaine, c'était quand même des gens suffisamment aisés pour l'avoir conduit aux écoles. Et donc, il semblerait que de ces milieux de la paysannerie un peu moins pauvres sont sortis effectivement des clercs dans certaines familles. On a quelques exemples. Justement, je crois que vous avez entendu il y a quelques mois ou l'année dernière M. Guilain Brunel, qui est un spécialiste du monde rural. Et dans certaines de ses publications, il voit dans des familles de paysans un fils de paysan qui, après quelques générations, et semble-t-il un enrichissement notable de la famille, parvient aux écoles, puis donc devient curé. Donc peut accéder d'une certaine manière à l'université. Et naturellement, ça n'était pas un lieu populaire, bien sûr. Oui. J'ai encore deux questions à vous poser. Allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, l'université de Bologne est aussi prestigieuse qu'au début, comme vous en avez parlé? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qui se passait à l'époque que vous relatiez tout à l'heure, en Allemagne aussi? Alors, Bologne, oui, c'est un grand centre universitaire aujourd'hui en Italie, parce que c'est vrai qu'il y a une très ancienne tradition universitaire à Bologne. Donc oui, aujourd'hui, Bologne, il y a énormément d'étudiants et c'est une ville étudiante très animée. Quand on va à Bologne, il y a beaucoup de librairies. Enfin, il y a une vieille tradition de l'édition, de la librairie, de l'université. Oui, tout à fait. Même s'il y a d'autres grands centres universitaires en Italie aujourd'hui. Et en Allemagne, il n'y a pas eu d'université, c'est ça la question que vous me posiez, il n'y a pas eu d'université en Empire avant la fondation de Prague en 1347, donc c'est très tardif. Si bien que les étudiants allemands, ou bien allaient à Bologne, il y avait quand même beaucoup d'étudiants allemands, et d'ailleurs un empereur du XIIe siècle, Frédéric Ier Barberousse, très précocement, au milieu du XIIe siècle, par donc un édit impérial, dit qu'il protégeait les étudiants et les maîtres qui se rendaient de l'Allemagne en Italie pour étudier à Bologne. Donc et je crois que le diplôme de Philippe Auguste est aussi une imitation de ce diplôme qui est vraiment le premier dans l'histoire d'un pouvoir laïque qui accorde sa protection aux maîtres et aux étudiants. Donc c'était un empereur d'Allemagne et au milieu du XIIe siècle, il a accordé sa protection. Il a dit, ils sont placés sous ma protection. S'il leur arrive quelque chose, c'est moi qui punirai les coupables. Mais donc les étudiants allemands ou bien venaient en Italie ou bien venaient à Paris, il y en avait beaucoup. Et il y avait aussi des écoles cathédrales avec... moi je me suis posé la question, parce que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur le milieu universitaire parisien au XIIIe siècle précisément. Et il n'y a pas un énorme nombre d'Allemands. On en trouve, mais ils sont beaucoup moins nombreux que les Anglais ou les Italiens. Et il semblerait qu'il y avait des écoles cathédrales en Allemagne qui fonctionnaient bien avec des cours d'assez haut niveau. Et on recrutait des écolâtres. Donc, inutile de partir ailleurs quand on avait sur place des maîtres très prestigieux. Et notamment d'anciens Parisiens qui étaient recrutés comme écolâtres dans les grandes cathédrales allemandes. Donc c'est une tendance. Je n'ai pas de statistiques à fournir, bien sûr. Oui. L'université à Cracovie. Alors là, vous me posez une colle, je n'ai pas la vache, non, c'est pas 15e, non, Cracovie. C'est pas le 13e, ça c'est sûr. Fin 14e ou 15e siècle peut-être. Mais je vous dirai ça après, parce que j'ai un livre dans mon cartable, je crois. Donc... Et quand elle est le grand bonheur fondé à Studium à Cologne, Oui. c'est uniquement pour les dominicains? Oui, non, c'était ouvert parce qu'effectivement, mais non, je n'avais pas non plus le temps de le dire, le réseau des studia mendiants, c'est-à-dire des écoles de couvents mendiants. Donc, tous les couvents dominicains avaient une école, soit une école assez modeste, soit une école plus importante, soit une école universitaire quand c'était des couvents dans des centres universitaires. Et à Cologne, c'est un couvent intermédiaire. La ville n'est pas universitaire, mais c'est déjà un couvent d'une assez grande importance qui justement permettait de former les dominicains allemands.
Et on envoyait des maîtres très prestigieux là. Donc, et dans les villes non universitaires, il semble bien que les couvents aient servi d'école de théologie. D'autant plus qu'en Europe, il n'y a pas d'autres facultés de théologie que celle de Paris et celle d'Oxford avant la fondation de Prague, donc jusqu'au milieu du XIVe siècle. La théologie n'était enseignée qu'à Paris et à Oxford, mais Oxford, le rayonnement était assez limité à l'Angleterre. On n'allait pas à la faculté de théologie d'Oxford au XIIIe et au XIVe siècle quand on n'était pas anglais. Donc, non, donc du coup, les écoles de théologie à Bologne, c'était le couvent dominicain, qui est l'un des premiers fondés au début du XIIIe siècle par saint Dominique lui-même. Dans les années 1217-1218. Et c'était là, à Bologne, on pouvait étudier la théologie. Oui, ils étaient très ouverts, ils étaient d'autant plus ouverts que leur objectif était de recruter parmi les séculiers de plus en plus de frères. Donc évidemment qu'ils attiraient les séculiers dans leurs écoles, d'autant que l'enseignement y était gratuit et de très haut niveau. Alors, est-ce que l'on sait quel rôle exactement a joué l'abbaye de Saint-Geneviève ? C'est difficile à dire. L'abbaye de Sainte-Geneviève, très tôt, alors les maîtres apparemment ne voulaient pas que la licence soit concédée exclusivement par le chancelier de l'église de Paris. Donc assez rapidement, mais à une date que j'ignore vraiment, et qui n'apparaît nulle part, peut-être 1220, 1230, et très tôt, ils ont demandé à l'abbé de Sainte-Geneviève de délivrer la licence S.Art. Et donc assez rapidement, la licence S.Art a été concédée par l'abbé de Sainte-Geneviève et non plus par le chancelier de l'église de Paris. Oui, mais je voulais dire en tant qu'enseignement, est-ce qu'ils dispensaient des cours au sein de l'abbaye ? Je ne peux pas vous le dire non plus. À Saint-Victor, par contre, il y avait un enseignement important au XIIe et au XIIIe, apparemment, il y a encore des maîtres qui habitent à Saint-Victor et qui enseignent à Saint-Victor. À Sainte-Geneviève, je n'ai vraiment pas de traces. Ils formaient leurs propres chanoines. Oui. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y avait des étudiants de l'extérieur qui c'est pas très clair, moi je ne suis pas... Non, moi je dois dire que je ne connais pas d'attestation d'école ouverte à Sainte-Geneviève au XIIIe siècle. Parce qu'on parle toujours, c'est très facilement, des écoles génovéfaines. Oui. C'est creux. Oui, et de toute façon, ce n'est pas des écoles de statut universitaire, enfin je crois pas. Je pense que les chanoines devaient pouvoir fréquenter les écoles aussi. Parce que ce que je n'ai pas eu le temps de dire non plus, c'est que si au XIIe siècle, on était très hostile au fait que les moines fréquentent les écoles urbaines, qui était un lieu qu'ils ne devaient pas fréquenter, en revanche, ce qui est extraordinaire, c'est quand l'université de Paris s'organise, immédiatement, les grands ordres monastiques construisent des couvents dans le quartier latin pour que les moines puissent venir se former à l'université. Alors que pendant des décennies, les abbés avaient tout fait pour empêcher leurs moines de venir dans les écoles. Et donc je crois que les chanoines eux-mêmes fréquentaient les écoles. Ils habitaient là, à Sainte-Geneviève, à Saint-Victor, et fréquentaient les écoles des maîtres séculiers, ou des maîtres mendiants d'ailleurs, comme les moines bénédictins, cisterciens, qui venaient également étudier dans ces écoles. Bon, les réguliers préféraient les écoles des mendiants. Donc apparemment, les cisterciens, les moines, on leur demandait d'aller dans les écoles dominicaines et franciscaines, de ne pas se disperser dans les écoles séculières. Voilà, il fallait quand même que ce soit auprès de réguliers. Mais il est possible que les chanoines aient fréquenté les écoles. Mais c'est vraiment, on a très peu de sources là-dessus. Très peu. Oui. Oui. Pour les jeunes enfants, il y avait des petites écoles, mais qu'on commence à voir apparaître dans la documentation à la fin du Moyen-Âge, au XIVe et XVe siècle. Mais il est évident qu'il y avait plein de petites écoles dans ces villes universitaires. Mais le problème, c'est que c'était des institutions qui ne conservaient pas leurs archives et qu'on a des attestations très isolées. Alors apparemment, il y avait des écoles à Paris qui dépendaient du chantre du chapitre de Notre-Dame. Donc le chantre avait la responsabilité sur les petites écoles de la ville. Oui, toujours. Alors, il faudrait nuancer parce qu'il y a des petites écoles communales, urbaines, qu'on voit apparaître en France, en Italie, en Angleterre au XIVe et XVe siècle, qui sont des villes
des écoles dont les maîtres sont rétribués par les communes. Donc il y a eu des communes, des villes qui ont eu une politique d'ouverture des écoles. Mais c'est un paysage, le paysage scolaire élémentaire, à la fin du Moyen-Âge, très divers, très hétérogène. On a tantôt des écoles ecclésiastiques, tantôt des écoles communales. On a même parfois des écoles qui ont des femmes comme enseignants. Donc dans certains cas, oui, même à Paris, il y en avait. Donc le statut de ces écoles est vraiment très différent d'un endroit à l'autre. Et il y en avait, et ces petites écoles sont multipliées, surtout au XIVe, au XVe siècle, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge. Quand je vous parle d'étudiants d'université, je dirais que c'est à partir de 16-17 ans pour les plus jeunes étudiants de la faculté des arts, c'est-à-dire comme aujourd'hui à peu près, donc des adolescents, fin de l'adolescence. Ouais. Est-ce que le texte grec venait également à Paris? Est-ce que cette langue était étudiée dès cette époque? Non, ou alors très marginalement, au XVe siècle. Puisqu'on a l'habitude de parler d'une période de l'humanisme latin, le XIVe, l'humanisme grec, le retour aux sources grecques, c'est XVe siècle, donc vraiment deuxième moitié du XVe siècle. Donc voilà, c'est plus tard. Oui, non, Aristote au Mont-Saint-Michel, non. C'est surtout des textes traduits essentiellement de l'arabe qui ont constitué ce fabuleux corpus offert aux maîtres au début du XIIIe, sans absolument aucune hésitation. Je crois que Boès avait traduit pas mal de... Oui. Des petits résumés. Il y avait en fait des fragments de la logique d'Aristote qu'on connaissait par Boès et donc qui étaient étudiés effectivement tout au long du Moyen-Âge, enfin jusqu'au XIIe siècle. 12e siècle compris, et la logique était assez bien connue en fait, la logique d'Aristote, mais c'est la seule partie de son œuvre qu'on connaissait. Tout le reste, on l'ignorait, tous les traités de physique, les traités sur la nature, sur les animaux, tout ça était absolument ignoré avant les traductions de Tolède. Il y a des traducteurs grecs, il y a des gens des hellénistes par exemple Robert Grosseteste, il y a des hellénistes à Oxford au XIIIe siècle, mais quelques maîtres. Et il y en a aussi d'ailleurs à Paris, il y a des gens qui avaient été à Constantinople apprendre le grec, oui, mais ils sont très marginaux, c'est vraiment des personnalités isolées, mais importantes bien sûr. Bien sûr, oui, du grec traduit en arabe, sauf pour les traités scientifiques arabes qui avaient été rédigés en arabe ou en persan dans certains cas. Mais donc le tout avait été traduit en arabe et était disponible en Espagne. Si, il y a des traités scientifiques de savants arabes aussi, oui bien sûr. Oui, voilà, des traités de mathématiques, d'algèbre. Parce que même par exemple les grands traités de médecine, par exemple Avicenne, c'était persan, mais ça avait été traduit en arabe. Et ça a été traduit en latin ensuite. Des traductions qui étaient parfois imparfaites au début. Je crois que nous allons vivement remercier Madame Gorochov de nous avoir dessiné le paysage universitaire médiéval de cette façon si abordable. Merci infiniment et bravo.